Priya Malhotra n'aurait jamais pensé que son mariage de conte de fées se transformerait en le cauchemar le plus cruel de sa vie. L'Indienne de 24 ans, originaire de Mumbai, avait réalisé tout ce dont une jeune femme pouvait rêver. Un diplôme en relations internationales, un poste prometteur dans un cabinet de conseil français et surtout l'amour de Lucas Moreau, un homme d'affaires français de 29 ans qu'elle avait rencontré lors d'une conférence à Delhi. L'histoire d'amour entre Priya et Lucas semblait tout droit sortie d'un film romantique. Lui, un bel homme aux cheveux foncés et aux yeux verts, fut immédiatement captivé par la beauté exotique et l'intelligence vive de la jeune Indienne. Elle voyait en lui non seulement un partenaire romantique, mais une porte d'entrée vers une vie entièrement nouvelle en Europe, loin des attentes étouffantes de sa famille traditionnelle. La relation se développa rapidement. Lucas se rendit en Inde à 4 reprises en 1 an et demi, charmant la famille de Priya par son intérêt sincère pour la culture locale et ses efforts pour apprendre quelques mots d'hindi. Les parents de Priya, initialement sceptiques quant à la relation interculturelle, furent progressivement conquis par les intentions sérieuses de Lucas et sa stabilité financière. Pour eux, le mariage représentait non seulement le bonheur de leur fille, mais une chance d'ascension sociale que peu de personnes de leur communauté avaient connue. La demande en mariage eut lieu en décembre 2023, lors de la 3e visite de Noël de Priya à Paris. Lucas avait tout planifié dans les moindres détails. Un dîner romantique dans un restaurant avec vue sur la Seine, suivi d'une promenade dans le marché de Noël, où il s'agenouilla dans la neige et lui offrit une bague en diamant qui lui avait coûté 3 mois de salaire. Les préparatifs du mariage commencèrent immédiatement. La famille de Priya insista pour une cérémonie hindoue traditionnelle à Mumbai, suivie d'une célébration occidentale à Moscou. Un choix surprenant que Lucas justifia par l'expansion de ses affaires en Europe de l'Est. C'était une logistique complexe et coûteuse, mais les 2 familles étaient prêtes à faire des sacrifices pour que tout soit parfait. Dans les mois précédant le mariage, Lucas manifesta un intérêt inhabituel pour les détails de la vie passée de Priya. Il posait des questions précises sur ses relations antérieures, ses amis d'université et même sa vie sociale à Mumbai. Au début, Priya interpréta cette curiosité comme un signe de son amour profond. Après tout, il voulait connaître chaque aspect de sa vie pour l'aimer pleinement. Mais il y avait quelque chose dans les questions de Lucas qui commença à déranger Priya. Il semblait particulièrement intéressé par une période spécifique de sa vie. Les 2 années qu'elle avait passées en tant que stagiaire dans un cabinet d'avocats à Mumbai avant d'obtenir son poste actuel. Lorsqu'elle mentionnait des collègues ou des événements sociaux de cette époque, Lucas se tendait et posait plus de questions, toujours avec un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. La cérémonie hindoue à Mumbai fut spectaculaire. 3 jours de festivités traditionnelles avec des centaines d'invités, une nourriture somptueuse et de la musique qui dura jusqu'au petit matin. Lucas participa à tous les rituels avec un enthousiasme apparent, portant des vêtements traditionnels et suivant les instructions des prêtres hindous. Les photos montraient un couple radieux, entouré de l'amour de 2 familles qui s'étaient unies par-delà l'océan. Mais Priya remarqua quelques moments étranges pendant la célébration. À plusieurs reprises, elle surprit Lucas en train de photographier ou de filmer discrètement certains invités, toujours quand il pensait que personne ne regardait. Quand elle lui demanda, il dit qu'il ne faisait que documenter l'expérience culturelle pour la montrer à ses amis français. Cependant, elle remarqua qu'il prêtait une attention particulière chaque fois que d'anciens collègues de son stage venaient la saluer. Le vol pour Moscou eut lieu le lendemain de la fin des festivités à Mumbai. Tous 2 étaient épuisés, mais excités par la perspective de la 2e partie de leur célébration de mariage. L'hôtel Métropole, sur la place Rouge, avait été choisi par Lucas pour son élégance classique et son emplacement de premier choix. La suite présidentielle offrait une vue spectaculaire sur le Kremlin et Priya se sentit comme une princesse en entrant dans les lieux luxueux.
La célébration occidentale était prévue dans la grande salle de bal de l'hôtel, avec 60 invités de France, quelques amis proches de Priya qui avaient fait le voyage depuis l'Inde, et même quelques parents éloignés de Lucas qui vivaient en Russie. Elle devait être une célébration plus intime que la cérémonie indienne, mais non moins importante pour le couple. L'après-midi précédant la célébration, alors que Priya se reposait dans sa chambre après une manucure et une pédicure au spa de l'hôtel, Lucas partit en disant qu'il devait s'occuper de quelques détails de dernière minute avec l'organisateur de l'événement. Il semblait plus nerveux que d'habitude, vérifiant constamment son téléphone et évitant son regard quand il parlait. Priya profita de l'absence de son mari pour appeler sa meilleure amie, Mira, qui était restée à Mumbai. Pendant la conversation, Mira mentionna quelque chose qui fit froid dans le dos à Priya. Au cours des derniers jours, d'anciens collègues l'avaient approché, demandant des détails spécifiques sur la vie personnelle de Priya, affirmant qu'un journaliste français enquêtait sur une histoire concernant des professionnels indiens travaillant en Europe. Selon Mira, les questions étaient très spécifiques et incluaient des détails sur les relations, la vie sociale et même les aspects financiers de l'époque où Priya travaillait au cabinet d'avocats. Plus troublant encore, le prétendu journaliste semblait connaître des détails intimes de la vie de Priya que seules les personnes très proches d'elle connaissaient. Alors que Priya écoutait Mira, elle sentit un frisson dans son estomac. Les pièces d'un sinistre puzzle commencèrent à s'assembler dans son esprit. Les questions persistantes de Lucas sur son passé, son comportement étrange pendant le mariage à Mumbai et maintenant cette mystérieuse enquête sur sa vie. Qu'est-ce que Lucas avait exactement découvert sur elle? Et plus important encore, qu'avait-il l'intention de faire avec cette information? Lorsque Lucas revint dans la chambre 2 heures plus tard, Priya était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, toujours dans son peignoir de spa, mais avec une expression complètement différente. Il remarqua immédiatement que quelque chose avait changé, mais il tenta de maintenir la normalité en commentant les préparatifs de la fête et en faisant des projets pour le dîner. Mais Priya ne pouvait plus faire semblant que tout allait bien. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle regarda Lucas et vit un étranger. L'homme qu'elle avait aimé et épousé était devenu quelque chose de menaçant, quelqu'un qui avait violé sa vie privée et enquêté sur son passé de manière obsessive et secrète. La question qui martelait dans sa tête était simple, mais terrifiante. Qu'est-ce qu'il savait d'autre sur elle qu'elle ne savait pas qu'il savait? La température à Moscou était tombée à moins 15 degrés ce soir de novembre, mais le froid que ressentait Priya venait de l'intérieur. Dans quelques heures, elle découvrirait que son conte de fées était sur le point de devenir un cauchemar qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Lucas entra dans la chambre avec une expression différente. Le sourire forcé qu'il avait gardé toute la journée disparut enfin, remplacé par quelque chose de bien plus sinistre. Il verrouilla la porte derrière lui et marcha lentement vers l'endroit où Priya était assise, ne s'arrêtant que lorsqu'il fut directement devant elle. « Nous devons parler », dit-il, sa voix remplie d'une froideur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « De Mumbai, de Vikram Sinha, de ce que tu as vraiment fait pendant ces 2 années avant d'obtenir ton poste actuel. » Le nom frappa Priya comme un coup de poing dans l'estomac. Vikram Sinha était un chapitre de sa vie qu'elle avait profondément enterré, quelque chose qui appartenait à un passé qu'elle avait littéralement fui à l'autre bout du monde pour l'éviter. Comment Lucas avait-il découvert Vikram? Et plus important encore, que savait-il exactement de cette période sombre de sa vie? « Je ne sais pas de quoi tu parles », mentit-elle, mais sa voix tremblait d'une manière qui trahissait la panique qu'elle ressentait. Lucas rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Il sortit son téléphone et commença à balayer l'écran, cherchant quelque chose de spécifique. Quand il le trouva, il tourna l'appareil pour qu'elle puisse le voir. C'était une vieille photo de 2022, prise lors d'une fête d'entreprise à Mumbai. Priya pouvait être vue en arrière-plan de la photo, discutant vivement avec un homme d'âge moyen bien habillé et attrayant, Vikram. Cette photo a été postée sur Instagram par une de tes anciennes collègues, Rohini Das, dit Lucas avec un calme glacial.
Je crois qu'elle a été très utile quand je lui ai expliqué que je préparais une surprise pour ma future femme et que je documentais son passé comme cadeau de mariage. Les gens sont si naïfs quand on invente une histoire romantique. Priya sentit ses mains trembler. Rohini avait été une amie proche à l'époque, quelqu'un en qui elle avait confiance. L'idée que Luka ait manipulé des gens de son passé pour obtenir des informations sur elle était terrifiante. « Rohini m'a raconté des choses très intéressantes sur toi et le cher Vikram », continua Luka, arpentant maintenant de long en large devant elle comme un procureur pendant un procès. « Comment tu es rapidement devenu sa protégée après avoir été embauché? Comment tu as soudainement eu accès à des informations confidentielles de l'entreprise? Comment tu as commencé à porter des vêtements et des bijoux coûteux qui ne correspondaient certainement pas à ton salaire de stagiaire? » Chaque mot était comme une lame qui coupait à travers les défenses soigneusement construites que Priya avait érigées autour de cette période de sa vie. Elle essaya de parler, de nier, d'expliquer, mais Luka leva la main pour la faire taire. Mais la partie la plus intéressante, c'est quand Rohini m'a parlé du scandale, dit-il, sa voix maintenant pleine d'une satisfaction froide. De la façon dont Vikram Sinha, marié depuis 25 ans et père de 3 enfants, a été retrouvé mort dans son appartement. De la façon dont l'enquête initiale a suggéré un suicide, mais qu'il est ensuite apparu que plusieurs contrats frauduleux avaient été signés en utilisant son identité. De la façon dont une somme d'argent considérable avait disparu du compte de l'entreprise. La pièce tournait autour de Priya. Luka avait tout découvert. Non seulement sa relation avec Vikram, mais aussi son lien avec sa mort et l'argent disparu. Pendant 2 ans, elle avait vécu une vie complètement nouvelle, se persuadant qu'elle avait tout laissé derrière elle. Maintenant, à la veille de sa célébration de mariage à Moscou, son passé était revenu la hanter d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « La question est, ma chère femme, dit Luka, s'asseyant maintenant sur le lit et étudiant le visage de Priya avec la froide curiosité d'un scientifique examinant un spécimen. « As-tu tué Vikram Sinha pour l'argent que vous avez volé ensemble, ou l'as-tu tué parce qu'il allait te dénoncer à la police ?» Priya comprit que Luka avait planifié ce moment pendant des mois, peut-être même depuis le début de leur relation. Toute l'histoire d'amour, l'intérêt pour la culture indienne, les demandes en mariage romantique, tout n'avait été qu'un piège élaboré conçu pour en arriver à ce moment précis. « Luka, tu ne comprends pas, » commença-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Vikram il n'était pas celui que tu crois. Il me menaçait, il me faisait chanter. J'essayais de me sortir de cette situation quand tu l'as tué, » termina Luka. « Oui, je me suis dit que ce serait ta version de l'histoire, la victime innocente obligée de se défendre. Très pratique. » Priya réalisa qu'il n'y avait rien qu'elle puisse dire pour lui faire changer d'avis. Luka avait déjà décidé qu'elle était coupable. Et, plus que cela, il avait bâti toute leur relation sur cette conviction. Mais pourquoi? Qu'avait-il l'intention de faire avec cette connaissance? La vraie question, dit Luka, se levant à nouveau et marchant vers la fenêtre. C'est ce que je vais faire de cette connaissance. Tu vois, je pourrais simplement appeler la police russe, tout de suite. Je suis sûr qu'ils seraient très intéressés de savoir qu'une fugitive de la justice indienne a vécu illégalement en Europe. Priya déglutit difficilement. Luka ne la faisait pas seulement chanter émotionnellement. Il avait des preuves concrètes qui pouvaient complètement détruire sa vie en Europe. L'expulsion serait le moindre de ses problèmes si les autorités apprenaient l'affaire Vikram. « Mais je suis un homme raisonnable, » continua Luka, se tournant à nouveau vers elle. « Et il se trouve que j'ai une proposition pour toi, une qui pourrait être mutuellement bénéfique pour nous deux. » Le téléphone de Luka sonna, interrompant le moment de tension. Il regarda l'écran et sourit, le premier sourire authentique qu'elle avait vu sur son visage cet après-midi-là. « Ah, le timing est parfait. C'est Hugo Lefebvre, mon partenaire commercial. Il arrive à l'hôtel pour notre réunion avant la fête.
Tu te souviens de lui, n'est-ce pas? Je l'ai mentionné plusieurs fois. C'est, disons, quelqu'un avec des connexions très utiles dans plusieurs pays, y compris l'Inde. » Priya sentit le sang se figer dans ses veines. La proposition mutuellement bénéfique de Lucas devenait claire, et elle réalisa que sa situation était bien pire qu'elle ne l'avait imaginé. Son mari n'était pas seulement un homme obsédé qui avait découvert son sombre passé. Il était quelqu'un qui avait l'intention d'utiliser cette connaissance à des fins spécifiques et calculées. Lorsque Hugo frappa à la porte 15 minutes plus tard, Priya était toujours dans le même fauteuil, paralysée par la gravité de la situation dans laquelle elle se trouvait. Lucas ouvrit la porte et salua chaleureusement un homme petit, d'âge moyen, aux cheveux gris et aux petits yeux qui se fixèrent immédiatement sur Priya avec une intensité dérangeante. « Alors, c'est la fameuse mariée », dit Hugo en anglais avec un fort accent français. « Elle est encore plus belle que sur les photos. Lucas, tu as fait un excellent travail. » Les mots d'Hugo confirmèrent les pires craintes de Priya. Quoique Lucas ait prévu, Hugo était impliqué depuis le début. Et selon ses mots, elle n'était pas une épouse, elle était un produit. La nuit glaciale de Moscou semblait s'infiltrer par les fenêtres de la luxueuse suite, mais le froid que ressentait Priya venait de la prise de conscience qu'elle était tombée dans un piège qui avait été méticuleusement planifié pendant des mois. Dans quelques heures, sa célébration de mariage allait commencer. Mais elle savait maintenant que ce n'était pas une célébration, c'était une vente aux enchères. Hugo s'assit dans le fauteuil en face de Priya, l'étudiant avec les yeux de quelqu'un habitué à évaluer une marchandise. Lucas servit du whisky pour les deux, agissant comme s'ils avaient une réunion d'affaires normale, et non une discussion sur l'avenir d'une femme terrifiée qui venait de découvrir que son mariage était une fraude élaborée. « Explique-lui comment ça marche », dit Hugo à Lucas, sortant une tablette du sac en cuir qu'il avait apporté. « C'est mieux qu'elle comprenne tout à fait avant que la fête ne commence. » Lucas s'assit sur le bord du lit, adoptant la posture de quelqu'un sur le point de faire une présentation d'entreprise. La froideur avec laquelle il parlait contrastait fortement avec l'homme attentionné que Priya pensait connaître. « Tu vois, Priya, au cours des 18 derniers mois, Hugo et moi avons développé une affaire très lucrative. Nous identifions de jeunes femmes attrayantes, avec des passés compliqués. Des femmes qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas aller voir les autorités lorsqu'elles se retrouvent dans des situations difficiles. » Hugo déverrouilla sa tablette et commença à balayer l'écran, montrant des photos d'au moins une douzaine de femmes différentes. Toutes étaient jeunes, belles et de nationalités manifestement différentes. Certaines asiatiques, d'autres d'Europe de l'Est, une qui semblait être du Moyen-Orient. Nos clients sont des hommes très riches, avec des goûts très spécifiques, continua Hugo, sa voix pleine d'un pragmatisme froid. Ils paient des prix extrêmement élevés pour une compagnie exclusive, surtout lorsque cette compagnie a des caractéristiques physiques et culturelles spécifiques qu'ils ne peuvent pas facilement trouver en Europe. Priya sentit une vague de nausée monter dans sa gorge. Ce qu'il décrivait était du trafic d'êtres humains, et elle était en train d'être préparée pour en être la prochaine victime. Mais il y avait quelque chose de plus sinistre encore dans leur façon de parler, quelque chose qui suggérait que leur plan allait au-delà de la simple vente. « La différence dans notre modèle d'affaires, dit Lucas, c'est que nous n'enlevons personne. Nous créons des situations où la victime coopère volontairement, du moins au début. Le mariage est l'outil parfait, légal, romantique. Il crée des liens émotionnels qui peuvent être exploités. » Hugo montra d'autres images sur la tablette, des documents officiels, des certificats de mariage, des visas. Une fois le mariage officiel, nous avons un contrôle juridique significatif, surtout si la femme est dans un pays étranger sans réseau de soutien et avec des problèmes juridiques dans son pays d'origine. La vérité brutale de la situation frappa Priya comme une avalanche. Il ne l'avait pas choisi par hasard. Lucas l'avait identifiée spécifiquement en raison de sa vulnérabilité. Une immigrante avec un passé criminel, isolée de sa famille et de ses amis, désespérément dépendante de son statut légal en Europe. « Mais vous faites une erreur »,
dit Priya, trouvant un courage qu'elle ne savait pas qu'elle avait. « Je n'ai pas tué Vikram Sinha, et vous n'avez aucune vraie preuve que j'ai commis un crime. » Hugo et Lucas échangèrent un regard qu'elle ne put pas tout à fait interpréter, mais il y avait quelque chose dedans qui lui disait que sa déclaration avait touché une corde sensible. « C'est intéressant que tu dises ça, » dit Hugo, reportant son attention sur la tablette, « parce que nous savons exactement ce qui est arrivé à Vikram Sinha, et nous savons pourquoi tu ne peux vraiment pas aller à la police. » Il tourna la tablette pour qu'elle puisse voir l'écran. C'était une vidéo de surveillance, de qualité manifestement médiocre, montrant le couloir d'un immeuble d'appartement. La date dans le coin indiquait qu'elle avait été enregistrée en septembre 2022. Cette vidéo a été obtenue par des canaux non officiels, expliqua Hugo. Elle te montre entrant dans l'appartement de Vikram la nuit de sa mort, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'elle te montre en train de partir 40 minutes plus tard, avec une valise que tu n'avais certainement pas quand tu es arrivé. Le monde tournait autour de Priya. La vidéo existait, une vraie preuve de sa présence dans l'appartement de Vikram la nuit de sa mort. Même si elle pouvait expliquer les circonstances, même si elle pouvait prouver que c'était de la légitime défense, l'existence de la vidéo signifiait que sa version des événements ne serait jamais acceptée sans une enquête complète qui exposerait tout. « Tu ne comprends pas, » dit Priya, la voix brisée. « Vikram me faisait chanter. Il a dit qu'il ruinerait ma carrière si je ne continuais pas à coucher avec lui. L'argent c'était une compensation pour ce qu'il m'avait fait. » « Peut-être, » dit Hugo, refermant la tablette, « mais c'est une explication que tu devras donner à un jury indien, en supposant, bien sûr, que tu survives au processus d'extradition et aux années dans une prison indienne en attendant le procès. » La menace était limpide. Il ne la faisait pas seulement chanter avec la possibilité d'être exposé. Ils avaient des preuves physiques qui pouvaient entraîner sa condamnation pour meurtre, quelles que soient les circonstances réelles. À ce moment-là, Priya réalisa que Lucas et Hugo avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient supposé qu'elle était complètement sans défense. Ils ne savaient pas que Priya avait survécu dans les rues de Mumbai avant d'obtenir son premier emploi ou qu'elle avait appris à se défendre si nécessaire. Plus important encore, il ne savait pas que le petit poignard qu'elle portait toujours caché dans son sac à main était un rappel des jours dangereux de sa jeunesse. La salle de bal principale de l'hôtel Métropole avait été transformée en un décor de conte de fées. Des fleurs blanches et dorées ornaient chaque table. Des bougies créaient une atmosphère romantique, et les invités discutaient vivement en attendant l'entrée du couple. Pour tout étranger, c'était la célébration parfaite de l'amour véritable. Personne n'aurait pu imaginer que la mariée était forcée de jouer le rôle de sa vie, tout en planifiant désespérément sa fuite. Priya se tenait devant le miroir de la chambre, portant le sari de soie blanc et doré qu'elle avait choisi il y a des mois, quand elle croyait encore que ce serait le jour le plus heureux de sa vie. Ses mains tremblaient alors qu'elle ajustait les bijoux indiens traditionnels, des cadeaux de sa famille qui semblaient maintenant être des chaînes d'or, l'alliant à une situation impossible. Lucas frappa à la porte et entra sans attendre la permission. Il était impeccable dans son smoking noir, avec une fleur blanche à la boutonnière, ressemblant à l'image parfaite d'un marié heureux. Mais ses yeux froids trahissaient ses véritables intentions. « Il est temps, » dit-il, lui offrant galamment son bras. « Souviens-toi, chérie, souris pour les caméras, nos invités sont impatients de te voir si radieuse de bonheur. » Alors qu'il descendait dans la salle de bal, Priya répertoria mentalement chaque personne présente. Il y avait environ 60 invités, la plupart des connaissances de Lucas en France. Elle reconnut certains de ses collègues, voisins et même quelques parents éloignés, mais elle remarqua également des visages qu'elle ne se souvenait pas avoir vus auparavant. Des hommes plus âgés et bien habillés qui observaient la fête avec un intérêt inhabituel. « Les observateurs là-bas, » lui murmura Lucas à l'oreille, « sont des investisseurs dans notre affaire. Ils veulent voir la qualité de notre produit par eux-mêmes avant de passer de futures commandes. » La nausée que Priya avait ressentie dans la chambre revint de plus belle.
Non seulement elle était forcée de participer à sa propre tromperie, mais elle était présentée comme une marchandise à des acheteurs potentiels. La cérémonie symbolique occidentale fut courte, mais angoissante. Priya récita les vœux qu'elle avait écrits des semaines auparavant, quand elle croyait encore aux mots qu'elle prononçait. Chaque promesse d'amour éternel et de fidélité se transforma en cendres dans sa bouche, surtout quand elle vit Hugo se tenant au fond de la salle, filmant tout avec son téléphone. Pendant le dîner, Priya fut présentée aux investisseurs de Lucas. C'étaient des hommes d'âge mûr à avancer, tous extrêmement riches au vu de leurs vêtements et de leurs bijoux. Ils lui parlaient poliment, mais avec un ton d'évaluation, commentant sa beauté, son éducation et sa docilité. L'un d'eux, un arabe costaud du nom de Rachid, fut particulièrement direct. « Elle sera parfaite pour mon client à Dubaï, dit-il à Lucas, comme si Priya n'était pas là. Il a une préférence spécifique pour les femmes indiennes éduquées. Quand pouvons-nous organiser le transfert? Patience, mon ami, répondit Lucas. D'abord, nous devons nous assurer que notre marié est pleinement engagé dans l'arrangement. Demain matin, nous aurons une dernière discussion sur la logistique. Tout au long de la conversation, Priya garda un sourire forcé sur son visage, mais sa main droite reposait sur le petit sac à main où le poignard était caché. Elle avait pris une décision pendant les préparatifs. Elle ne quitterait pas cet hôtel vivante si cela signifiait devenir une esclave sexuelle pour ces hommes. Les heures passèrent dans un flou de toasts forcés, de danses obligatoires et de conversations superficielles avec des invités qui n'avaient aucune idée de la vraie situation. Priya remarqua que plusieurs des invités légitimes commencèrent à partir vers 23 ans, ne laissant que le cercle intime de Lucas, Hugo et des investisseurs. C'est alors qu'Hugo s'approcha d'elle avec 2 verres de champagne. « À la mariée radieuse », dit-il, lui offrant l'un des verres. Un toast spécial pour marquer cette occasion mémorable. Priya prit le verre, mais ne but pas immédiatement. Il y avait quelque chose dans la façon dont Hugo la regardait qui activa tous ses instincts de survie. Elle fit semblant de boire, mais garda le liquide sur ses lèvres sans l'avaler. « Bois », insista Hugo, sa voix portant une menace voilée. « C'est important de célébrer comme il se doit. » À ce moment, Priya comprit que le champagne était drogué. Il prévoyait de la sédatiser pour faciliter ce qui allait suivre. Son esprit s'emballa, cherchant un moyen de se débarrasser de la boisson sans éveiller de soupçons. « Bien sûr, dit-elle, levant son verre comme pour porter un toast. Mais d'abord, laissez-moi porter un toast approprié à mon merveilleux mari. » Elle se tourna vers Lucas, qui parlait avec Rachid à quelques mètres de là. « Lucas, chéri, viens ici. Je veux te porter un toast spécial. » Alors que Lucas s'approchait, souriant avec condescendance, Priya leva son verre en l'air. « À l'homme qui a complètement changé ma vie, » dit-elle, sa voix pleine d'une ironie que seule elle pouvait percevoir. « Celui qui m'a montré qui je suis vraiment et de quoi je suis capable. » Et puis, dans un mouvement rapide et fluide qui surprit tout le monde, elle jeta le contenu du verre au visage de Lucas. Mais au lieu de courir vers la porte de sortie, Priya fit quelque chose à quoi personne ne s'attendait. Dans un seul mouvement désespéré, elle sortit le petit poignard de son sac à main et le planta directement dans le cœur de Lucas. Le sang gicla sur sa robe de mariée blanche alors que Lucas tombait au sol avec un regard incrédule dans les yeux. Hugo cria et les investisseurs sursautèrent de leurs chaises, mais Priya n'avait pas encore fini. Avec un sourire froid qui révélait sa vraie nature, elle se tourna vers Hugo. « Tu avais raison, » dit-elle d'une voix qui était d'un calme terrifiant. « J'ai bien tué Vikram Sinha, et maintenant j'ai tué mon mari. La question est, qui est le prochain ?» La police de Moscou retrouva le corps de Priya 3 jours plus tard dans le fleuve Moskova gelé. La version officielle était un suicide par remords après le meurtre de son mari. Hugo et les investisseurs avaient quitté le pays depuis longtemps, et la vérité sur le réseau de trafic d'êtres humains ne fut jamais découverte. Mais ceux qui étaient à l'hôtel Métropole cette nuit-là savaient la vérité. Parfois, la proie devient le prédateur, et le chasseur devient le chassé.
Priya Malhotra n'avait pas été la victime innocente que tout le monde croyait qu'elle était. Elle était quelque chose de bien plus dangereux, une survivante prête à tout pour préserver sa liberté, même si cela signifiait mourir avec ses secrets. Les noms de cette histoire ont été modifiés pour protéger la vie privée. Les événements sont basés sur des rapports d'agences internationales, d'application de la loi concernant des réseaux de trafic d'êtres humains en Europe de l'Est.